Je vous propose maintenant d'accueillir avec nous depuis Montréal Madeleine Blais-Morin. Vous êtes correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci infiniment d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Vous suivez de près la campagne pour les élections fédérales. Les Canadiens votent le 21 octobre et c'est à mi-chemin de cette campagne que les chefs de parti se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé entièrement en français. Il a donné lieu à des échanges toujours courtois, parfois musclés. Un débat des chefs en français dans le texte. Et voici les 4 chefs. L'actuel Premier ministre Justin Trudeau, Andrew Scheer, son rival conservateur, Jagmeet Singh du nouveau Parti démocratique et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Et le français va permettre plusieurs passes d'armes, la cible privilégiée restant le candidat conservateur. La première chicane concerne les questions de société, l'avortement en tête. Est-ce que vous croyez, en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir, M. Scheer? Je crois que les Canadiens et Canadiennes savent qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat. C'est la même chose pendant l'ancien gouvernement conservateur. Peut-être que je peux monter comment le faire. Moi, je suis pour le droit d'avortement. Je suis pour le mariage même sexe. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Est-ce que vous êtes prêt de dire ça aujourd'hui? Deuxième foire d'empoigne, l'environnement. Andrew Scheer accuse Justin Trudeau d'être hypocrite sur la question, d'être un faux écolo. Il y a seulement un chef ici ce soir qui a 2 avions pour son campagne électorale. Au cœur de la discorde aussi, la nationalisation du pipeline Trans Mountain qui achemine le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta aux côtes de la Colombie-Britannique. Sur la question environnementale, les conservateurs en prennent aussi pour leur grade. Pour les jeunes qui disent « on a peur pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir », pour ces jeunes, comment vous pouvez dire on va travailler pour les plus riches, on va travailler pour les secteurs pétroliers? Comment vous pouvez dire ça? Enfin, le Bloc québécois n'a pas été épargné, accusé de toujours vouloir semer la zizanie et diviser le pays. Yves-François Blanchet a rétorqué qu'il proposait que le Québec et le Canada soient de bons amis, d'égal à égal, au lieu de mauvais amis, réclamant au passage une meilleure place pour les francophones. Est-ce qu'on est d'accord que le traitement que les Québécois accordent à leur minorité anglophone devrait être équivalent sur l'ensemble du territoire canadien? 2 autres débats des chefs sont prévus. Les Verts et le Parti populaire seront cette fois conviés. Madeleine, vous êtes avec nous depuis Montréal. Bilan de ce débat, qui l'a emporté? Ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre. La question qui est facile, c'est qui a perdu ce débat-là? Et celui qui l'a perdu, c'est le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui n'est pas le premier ministre sortant. Et pourtant, il était la cible d'à peu près toutes les attaques parce que c'était le candidat qui était sur la scène qui était le plus à droite. Donc, tous les soi-disant chefs progressistes attaquait Andrew Scheer et il s'est retrouvé sur la défensive un petit peu démuni. En plus, il y avait la barrière linguistique pour lui parce que le français, c'est pas sa langue maternelle. Alors, ça a été une soirée difficile pour lui. Vous avez vu aussi dans le reportage que tout ça a commencé avec la question de l'avortement et Andrew Scheer est placé sur la défensive depuis plusieurs semaines sur cette question-là. Il est anti-avortement, on le savait, mais pendant le débat, il n'a pas voulu le répéter. Il voulait tout simplement vraiment ne pas diluer son message, c'est-à-dire qu'il ne rouvrirait pas ce débat-là, mais ses adversaires essayaient vraiment de le placer sur la défensive en lui demandant « Mais vous, personnellement, M. Andrew Scheer, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? » Et finalement, le lendemain, il a rappelé qu'il était contre l'avortement, mais qu'il ne dicterait pas ses choix personnels pour en faire une nouvelle loi au Canada. Alors ça, c'est le perdant du débat, ça a été lui. Il y a eu, je vous dirais, 2 gagnants et Justin Trudeau qui s'est retrouvé dans une situation plutôt correcte. Il n'a pas mené un très bon débat, mais il en est sorti pas trop amoché. Et pour un premier ministre sortant qui doit défendre son bilan, c'est quand même pas si mal. Sinon, il y avait Yves-François Blanchet qui s'est très bien tiré d'affaire. C'était son premier débat parce qu'il est un nouveau chef du Bloc québécois, donc une formation politique spécifique au Québec. Évidemment, il était sur son terrain. Lui n'a qu'à défendre des intérêts québécois. Il avait une facilité à manier la langue, donc il s'est très bien tiré d'affaire. Sinon, il y avait Jagmeet Singh, le chef du Parti néo-démocrate,
qui a eu des lignes d'attaque assez efficaces. Donc, on considère qu'il a eu un bon débat, mais au Québec, le Parti néo-démocrate est très bas dans les intentions de vote. Donc, qu'il ait mené ou non un bon débat, ça ne va peut-être pas changer le cours de la campagne, pour lui, du moins au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant Justin Trudeau que Andrew Scheer, qui sont leurs deux partis, sont au coude à coude dans les sondages, les deux partis, pour gagner, ont besoin du Québec. Donc c'est un débat qui s'adressait aux Québécois? C'est un débat qui s'adressait aux Québécois, mais effectivement, le terrain politique au Québec est très intéressant parce que vous avez raison de dire que le Parti conservateur et le Parti libéral tentaient tous les deux de faire des gains au Québec. Je vous parlais tout à l'heure de la formation politique néo-démocrate dont les intentions de vote sont faibles au Québec. Il y a 78 sièges au Québec sur un total de 338 au pays. Donc, c'est une grosse proportion des sièges qui se retrouvent au Québec. C'est la deuxième plus importante province au pays après l'Ontario. Donc, il y avait 14 des 78 sièges qui sont des sièges néo-démocrates, mais qui sont prenables selon les autres formations politiques. Donc, c'est un terrain où il y aura des luttes très serrées pour obtenir ces sièges-là, que ce soit de la part du Parti libéral, du Parti conservateur ou du Bloc québécois. Donc, les chefs qui étaient devant leur podium cette semaine essayaient vraiment de courtiser les électeurs, notamment dans les régions du Québec où il y avait jusqu'à récemment des députés néo-démocrates. Pour eux, ça va être plus difficile de conserver leurs acquis. C'est pas impossible, il reste encore quelques jours à la campagne, donc tout peut toujours changer. Mais disons que c'est plutôt difficile pour eux de conserver leurs acquis. Donc les autres formations politiques essaient de leur dérober ces sièges pour essayer de gouverner, surtout de la part du Parti libéral ou du Parti conservateur. C'est les deux, en ce moment, partis qui peuvent espérer remporter les élections le 21 octobre prochain. Madeleine, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Jean, ce débat en français pour le Québec, mais c'est des élections fédérales, qu'est-ce que ça vous inspire? Le débat, il était en français, il était pour le Québec, clairement, puisqu'au Québec, en plus, il y a des forces émergentes qui sont en train de sortir, soit du côté d'une certaine droite identitaire, soit du côté des Verts, dont on dit qu'ils pourraient monter très fortement. Mais je crois surtout que ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Madeleine Blémorin à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de polarisation entre la gauche et la droite au Québec, entre le centre-gauche et le centre-droit, sur des questions qui sont des questions aujourd'hui qui traversent l'ensemble des démocraties occidentales. On a parlé de l'avortement, on peut parler du climato-scepticisme, on peut parler de l'État-providence et de la fin de l'État-providence qu'a réclamé Andrew Scheer. On peut parler également d'une question qui est sensible sur le plan international. Andrew Scheer a demandé, s'il était élu, le déplacement de l'ambassade du Canada de Tel Aviv à Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de marqueurs de la révolution conservatrice qui sont en jeu dans cette élection au Canada. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le Canada est aujourd'hui une des plus grandes social-démocraties au monde, tout simplement, avec un modèle qui fonctionne quand même relativement bien, y compris d'intégration. On le voit, par exemple, avec le président du NPD ou avec le ministre de l'immigration au Canada, qui s'appelle Ahmed Hussein et qui est né en Somalie, qui est arrivé au Canada à l'âge de 16 ans. Donc on voit bien que ce modèle-là, il est au cœur de cette contre-révolution conservatrice qui est en cours au Canada, mais qui n'a pas gagné. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant de la suivre, cette élection au Canada. On voit bien que c'est les 4 prochaines années qui sont en train de se dessiner, là, sur des points de tension. Oui, et en même temps, attention aussi aux faux-semblants. Dans le Monde Diplo de ce mois-ci, il y a 2 universitaires canadiens, M. Carman et M. Nimijan, qui ont écrit un article à propos du Premier ministre et toute leur réflexion tourne autour de l'étalage de vertu. C'est-à-dire que la technique du Premier ministre, c'est d'attaquer sur des questions clivantes comme le droit à l'avortement, le mariage gay, mais en même temps, quand on regarde de près, on se rend compte que son bilan, ma foi, par rapport à ce qu'il a permis il y a 4 ans, notamment en politique étrangère, son bilan est peu reluisant. C'est finalement quelqu'un qui ne s'est pratiquement pas dissocié de la politique qui était menée par son prédécesseur. On l'avait présenté à tort au début comme étant l'anti-Trump. On se rend compte qu'aujourd'hui, le Canada est totalement aligné sur les positions américaines, notamment, puisqu'on vient d'en parler, de la Chine. On a vu aussi que le Canada n'a pas hésité à vendre des armes à l'Arabie saoudite, que sur la question énergétique, ça a été dit dans le débat,
Monsieur, donc le Premier ministre n'a pas hésité, enfin, sur la question de l'oléoduc, des gaz, du pétrole, bitumineux. Et là, il a laissé faire, alors qu'il avait promis beaucoup de choses. Justin Trudeau avait beaucoup promis, il a beaucoup déçu aussi, puisqu'on est un petit peu à l'heure du bilan quand même aussi de Justin Trudeau. Oui, écoutez, j'en ai parlé avec mon collègue qui s'occupe du Canada, Gilles Biassette à la Croix. Et Gilles me faisait remarquer que Justin Trudeau il a eu une campagne triomphante en 2015. Et là, effectivement, pour lui, ça sera beaucoup plus difficile. Mais en même temps, plus difficile, pour autant, il n'est pas aussi étrié qu'on pourrait le croire, parce que son bilan n'est pas extraordinaire. Il semble que face à la révolution néoconservatrice, il représente encore une alternative pour, je dirais, les libéraux au Canada, notamment l'affaire de blackface. On pensait vraiment que ça allait l'affaiblir. C'est un scandale qui est sorti il y a 2 semaines, on l'a vu dans des photos d'il y a quelques années, grimé de noir. Et c'est un scandale mais finalement, qui ne l'a pas autant abîmé que cela, par exemple, même s'il y aura des traces, bien entendu, de cette histoire. Mais, et puis en plus, c'est une bête de campagne, me disait Gilles. Il sait mener une campagne présidentielle. Enfin, il a vraiment le talent pour ça. Donc lui, il était plutôt en train de me dire, il le voyait assez bien finalement sortir de ce guêpier. Madeleine, je me tourne vers vous. Justin Trudeau est dans une position plutôt avantageuse, ou est-ce qu'il, justement, ce scandale l'a atteint? Comment il aborde cette seconde partie de la campagne? Bien, en ce moment, on le disait tout à l'heure, les intentions de vote sont vraiment au coude à coude entre libéraux et conservateurs. Mais il faut savoir que des intentions de vote, si elles sont égales, ça ne veut pas dire que les chances sont égales. C'est que les conservateurs ont des forts appuis dans l'ouest du pays, notamment en Saskatchewan et en Alberta, 2 provinces de l'ouest. Et ça ne se transposera pas nécessairement en davantage de sièges, parce qu'au pays, on distribue pas le nombre de sièges par le nombre de votes au total, mais il faut gagner des sièges pour pouvoir aspirer au pouvoir. Et même si les conservateurs sont très, très, très forts au pays, ça ne se transpose pas nécessairement en davantage de votes au total. Alors, les libéraux sont placés dans une certaine avance en ce moment, si on se fie aux sondeurs, mais la course est serrée. Et c'est ça qui est compliqué, parce que les partis vont essayer de se distinguer probablement, mais en ce moment, ce n'est pas tant leur politique qui les distingue. Les conservateurs et les libéraux ont proposé des baisses d'impôts, par exemple, et parfois, c'est difficile de s'y retrouver, à savoir qui propose quoi, parce que les différences sont véritablement dans la marge, dans les nuances. Donc, ce qui s'est passé depuis le début de la campagne, prêtez-moi une expression qu'on dirait de façon familière ici, ils se sont lancés de la boîte. C'est ça qu'on peut dire, c'est essayer de définir son adversaire en fouillant dans les déclarations passées, dans les médias sociaux. Et ça a été une campagne qui a été quand même assez agressive dans ce sens-là. Plutôt sur la personnalité des candidats, des chefs, que sur les programmes où ils ont de la difficulté parfois à se distinguer. Il y a quand même des différences, là, notamment dans la question climatique, de la lutte contre les changements climatiques. Les libéraux disent qu'ils sont beaucoup plus ambitieux que les conservateurs. Il y a aussi des différences dans le contrôle des armes à feu. Les libéraux disent qu'ils veulent resserrer les règles, alors que les conservateurs ne semblent pas vouloir aller dans cette direction-là. Donc, il y a des différences, mais je vous dirais qu'on a assisté surtout à une campagne pour essayer de définir son adversaire que de se présenter comme avec des idées novatrices, je vous dirais. Caroline, est-ce que cette campagne intéresse en Chine? On sait qu'il y a eu des tensions entre la Chine et le Canada ces derniers mois. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça intéresse? Oui, alors évidemment, c'est suivi pour cette raison-là aussi, puisque ce qui a été reproché par la partie chinoise, c'était effectivement ce que vous évoquiez, cet alignement de plus en plus évident sur la diplomatie américaine, et qui a explosé donc à l'occasion de l'affaire Huawei. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a juste un an, la fille en fait du fondateur de Huawei, qui a une résidence à Vancouver, au Canada, a été arrêtée. Elle est maintenant en résidence semi-surveillée dans sa maison. Mais surtout, les États-Unis demandent son extradition parce que le groupe Huawei aurait contourné. En Chine. Donc, effectivement, entre contreparties, il y a eu cette forte tension. La Chine a arrêté 2 diplomates canadiens. Au Canada pour Pékin? Quel est le meilleur scénario pour la Chine? C'est Andrew Scheer? C'est Justin Trudeau?
Kiff. Oui, moi traditionnellement, la Chine aime bien les partis conservateurs parce qu'elle a le sentiment de plus voir des situations maîtrisées, mais néanmoins, il y avait en tout cas au départ, à l'arrivée de Justin Trudeau, il y avait plutôt une affinité pour ce jeune homme politique, dynamique, etc. Donc il y a à l'heure actuelle, je crois, beaucoup de tractations pour éviter l'extradition, puisque le deadline est début janvier, et les avocats ont l'air assez actifs. Derrière ça, c'est en fait tous les bras de fer économiques autour de l'émergence de grands groupes chinois. Et effectivement le contrôle des standards. Madeleine, je me tourne vers vous. Il faut malheureusement qu'on conclue déjà. Il reste 2 débats. On a vu le premier, il en reste 2 la semaine prochaine. Est-ce que justement ça va faire un petit peu bouger les lignes, en tout cas au niveau des idées? Est-ce que là des choses vont se passer, vous pensez? Bien, je suis certaine que les partis voudraient que ça se passe, essayer de se distinguer de leur adversaire, essayer de pouvoir prendre une avance. Jusqu'à maintenant, ça fait des jours que les sondages ne bougent pas. Donc, on verra comment ça va se passer. Là, ce sont des débats qui sont importants. Le prochain, c'est un débat en anglais, donc qui s'adresse à l'ensemble du Canada. Et il y a des chefs qui ont probablement eu de la difficulté avec la langue la dernière fois, qui vont avoir plus de facilité cette fois-ci. Donc, des débats importants. Mais si ça ne bouge pas, il y a une forte possibilité qu'on ait droit à un gouvernement minoritaire. On verra, bien entendu, le 21 octobre prochain. Merci, Madeleine, d'avoir été avec nous depuis Montréal. Donc, vous le disiez, en effet, prochain débat en anglais, ce sera lundi. Et puis, en français, jeudi, ce sera chez vous, à Radio-Canada. Donc, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bon vendredi à vous.